12 heures, chrono, un choc planétaire allait se produire. Je suis derrière vous, peuple français. Je remets en question tout le pouvoir macroniste à la tête de la République française. Oui, c'est une réalité absolue. L'inimaginable vient enfin de tomber. Le monde retient son souffle. Emmanuel Macron, littéralement abasourdi par cette nouvelle fracassante. Il aurait déclaré qu'Emmanuel Macron veut être le héros de l'Ukraine pendant que son propre peuple souffre de l'augmentation de taxes, impôts élevés. Un coût de la vie qui ne cesse de grimper à grande vitesse et une vie sociale très difficile. Dans cette histoire, la rumeur qui explose déjà sur les réseaux sociaux, incitant une onde de choc mondial. On parle de 72 heures d'ultimatum imaginaire. Mais en réalité, c'est la peur qui prend le dessus. Selon les informations relayées, Vladimir Poutine aurait affirmé qu'Emmanuel Macron a été convoqué plusieurs fois aux États-Unis à l'OTAN, mais il n'écoutait personne. Il pense agir en clando et prend des décisions qui vont à l'encontre de la priorité de la population. Dans cette fiction, Poutine devient une voix symbolique, non pas une annonce réelle, une métaphore politique plein de sens. Il dit quand le dialogue s'arrête, le pouvoir se durcit et la raison se casse. Ce texte ne prédit rien. Il questionne tout et montre comment une information peut tout changer. Car aujourd'hui, un message de malentendu peut faire trembler un pays entier en une nuit. Peuple français, je suis derrière vous. Urgence maximale. Et justement, on va retrouver maintenant Matteo Ciaravino. Matteo, Donald Trump se dit donc prêt à intervenir, mais avec quels moyens? Ça fait partie des questions, bien entendu, qu'on se pose ce soir. Effectivement, dans ce contexte très tendu, eh bien, l'armada américaine se renforce avec cette nouvelle arrivée. Regardez, je vous le présente, l'USS Delbert D. Black. C'est un navire tout simplement capable d'envoyer des dizaines de missiles Tomahawk à plus de 1600 km. Il a fait escale juste là, dans la ville côtière d'Elat, sur les côtes israéliennes, à l'heure justement où l'Iran menace de riposter sur Israël si jamais les États-Unis venaient à frapper. Ce n'est pas le seul destroyer dans la région, on sait qu'il y en a deux. Regardez juste là, sur les côtes iraniennes, juste au-dessus du groupe aéronaval Lincoln, avec forcément le porte-avions éponyme, les 3 destroyers lance-missiles, les escadrons de chasseurs ou encore les F-35, bref, une armada très conséquente. On a donc de nombreux indices qui nous indiquent que l'armée américaine en fait se prépare à une opération. Exactement, il faut désormais aller du côté du Portugal, où ce ne sont pas moins de 6 F-35 qui ont été filmés en train d'atterrir sur la base aérienne de Lares au Portugal. Il y a aussi évidemment ces mouvements permanents de va-et-vient d'avions. Plus là, on se retourne dans la région, regardez, dans cette région-là, avec ces dizaines de C-17 et C-5 larguant en fait du fret, des cargaisons dans les bases américaines de la région. Dernier indice, Yves, si vous me le permettez, ce sont évidemment ces... Pardon, excusez-moi, ça va arriver juste là. Hop, voilà. Ces avions-là, ce sont les E-11A qui sont arrivés jeudi sur la base aérienne d'Al Udeid au Qatar. C'est l'un des derniers atouts essentiels des États-Unis, puisqu'ils permettent en fait de coordonner des opérations très complexes en transmettant des données pour appuyer les forces aériennes et terrestres. Ils ont rejoint les systèmes de missiles Patriot, vous le voyez sur cette photo satellite, et forcément on se pose une question suite aux déclarations du président américain. Est-ce qu'un nouveau porte-avions est en route pour la région? Nous avons contacté ici LCI l'amiral Jean-Louis Vichot, l'ancien commandant des forces maritimes dans le Pacifique, et il nous a donné un début de réponse. Oui, un porte-avions, le Theodore Roosevelt, a quitté les côtes américaines. Il est parti de San Diego le mercredi 21. Il est en mouvement. Aucune confirmation qu'il se dirige bel et bien vers la région, mais s'il venait à le faire, eh bien il arriverait dans les tout prochains jours. Matteo Ciaravino, merci beaucoup Matteo. C'est intéressant, enfin, j'avais l'impression que la planète entière est en train de tourner autour des avions, des bateaux qui bougent ou pas, et pour aller où? Comment réagissez-vous généralement? Oui, alors, pour aller où? Le Roosevelt, là, il traverse l'Atlantique. Pour l'instant, il n'y a pas de porte-avions Méditerranée, ce qui est un peu inhabituel. Donc il reprend la station en Méditerranée, d'où il pourrait d'ailleurs frapper en Iran, ou alors peut-être qu'il franchira le canal de Suez pour aller dans le golfe Persique. Mais en fait, les Américains ont dit qu'ils ont 11 porte-avions. La vérité des prix, c'est qu'ils ont 5 porte-avions, comme ils disent, déployés. C'est-à-dire qu'ils ont 5 groupes aéronavals. À l'heure actuelle, enfin en début de semaine, il y a un porte-avions au Japon,
de Chine du Sud et tout, avec un groupe amphibie. On ne les voit pas dans le contexte actuel venir. Il y en a un sur la côte est des États-Unis. Il y a le Roosevelt qui va partir. Et il y en a un qui est toujours dans les Caraïbes. Donc si ce deuxième porte-avions, pour arriver dans la zone, s'il faut qu'en plus il se fasse le canal de Suez, je suppose qu'on est dans les 14 jours de traversée. Il traverse le Pacifique. Non, il est parti de San Diego. San Diego. Alors, 28 jours. Enfin, ça fait 11 jours qu'il est parti, donc il n'est pas arrivé. Alors, l'Iran évoque, il y a quelques instants, des progrès pour des négociations avec les Américains. C'est l'homme que Grégory Phillips a cité tout à l'heure, Ali Larijani, qui est secrétaire au Conseil de sécurité nationale, donc l'équivalent de Marco Rubio. Qui rentre de Moscou. Exactement. Et pour ce grand ballet diplomatique, Moscou qui a une carte de plus à jouer là par rapport à Donald Trump. N'oublions pas le dossier russo-ukrainien, dossier pour euphémiser les horreurs que la Russie continue continuellement de faire subir à l'Ukraine en attendant. Et Donald Trump a déclaré sur Fox News ce jour, on parle avec les Iraniens. Les Iraniens veulent un accord. Donc c'est pas la première fois qu'il le dit, c'est-à-dire que des canaux sont ouverts. On sait qu'il y a un canal qui est ouvert entre Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, et Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour tout dans le monde. Donc on voit qu'il y a en fait ces deux choses, et ça fonctionne souvent comme ça, qui fonctionnent en parallèle. C'est l'activité militaire, le balai militaire, parallèlement au balai diplomatique. Et justement, on va retrouver maintenant Matteo Ciaravino. Matteo, Donald Trump se dit donc prêt à intervenir, mais avec quels moyens? Ça fait partie des questions, bien entendu, qu'on se pose ce soir. Effectivement, dans ce contexte très tendu, l'armada américaine se renforce avec cette nouvelle arrivée. Je vous le présente. Voici la liste complète des maladies reconnues par la MDPH et qui peuvent vous donner droit jusqu'à 1 000 € par mois. Il y a tout de même un Français sur 4 qui souffre de ces maladies. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent et il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il observe, il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy, oui. Bon, alors, je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça. Et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi de l'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas, ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout, du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine.
calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Si tu as un téléphone Samsung, tu ne dois absolument pas le charger tous les jours. C'est mauvais. Dans 800 mètres, restez sur la voie de gauche pour continuer sur A33. C'est 4 options. Dans les paramètres, tu descends tout en bas jusqu'à trouver bien-être numérique. Tu cliques sur les 3 points en haut à droite de la page et tu te rends dans les paramètres. Là, tu vas d'abord venir désactiver le service de personnalisation. Ça ne fait Restez sur la voie de gauche pour continuer sur A33. Utilisation et ça pompe énormément de batterie. Et c'est le même principe pour l'accès aux données d'utilisation. Ça permet juste à ton téléphone... Continuez sur A33 pendant 26 km. etc. On s'en fiche. Maintenant, tu retournes de nouveau dans les paramètres et dans maintenance de l'appareil. Ici, dans profil des performances, tu vas passer du mode standard au mode basique. Avec ce mode, ton téléphone va s'adapter pour quand même préserver ta batterie tout en gardant la puissance nécessaire. Enfin, tu te rentres dans le menu batterie et dans limite utilisation arrière-plan. Et là, tu dois absolument cocher la mise en veille des applications inutilisées. Si tu as un téléphone Samsung, tu ne dois absolument pas le charger tous les jours. C'est environ 15 minutes avant une crise cardiaque, votre corps envoie 5 signes d'alerte que personne ne devrait ignorer. Et si vous les ignorez, vous pourriez manquer votre dernière chance d'agir. Voici donc les 5 signes précoces d'une crise cardiaque. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, sinon vous ne la retrouverez pas quand vous en aurez besoin. Et n'oubliez pas de me suivre. Voyons si vous en reconnaissez certains. Le premier signe, c'est une gêne dans la poitrine. Cela ressemble à une pression, une sensation d'oppression ou de lourdeur, car le flux sanguin vers le cœur est bloqué. Le deuxième signe, c'est une douleur dans le bras gauche, l'épaule ou la mâchoire, lorsque le tissu cardiaque manque d'oxygène. Les signaux de douleur peuvent se propager à travers les nerfs voisins. Le troisième signe, c'est l'essoufflement. Votre cœur ne pompe plus correctement, donc moins d'oxygène atteint vos poumons. Le quatrième signe, c'est une sueur froide. Votre système nerveux passe en mode combat ou fuite à cause d'une mauvaise circulation sanguine. Le cinquième signe, c'est la nausée ou les étourdissements. Une chute de la pression artérielle et une mauvaise circulation vers le cerveau et l'estomac déclenchent ces symptômes. Ma prochaine vidéo vous montrera quoi faire pendant les 60 premières secondes d'une crise cardiaque. Commentez oui si vous voulez être prêt et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. Environ 15... Russie, regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. Est-ce une simple provocation ou un avertissement à prendre très au sérieux? Avant de nous entendre, écoutons Vladimir Poutine. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Voilà pour les déclarations du président russe. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce missile et de ces annonces, parce que les deux sont très importants. Juste avant, pour bien comprendre, Livin Potros, expliquez-nous ce qu'est ce Satan 2. Satan 2 ou Sarmat selon son nom officiel, c'est tout simplement le plus gros missile jamais conçu, plus de 200 tonnes avec une vitesse de pointe qui peut atteindre les 7 km par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il est tiré depuis Moscou, il peut atteindre Paris en seulement 6 minutes. Selon le Kremlin, ce missile en fait pourrait atteindre tous les points de la Terre, puisqu'il n'y aurait pas de limite en matière de portée. Selon le Kremlin, sa portée serait plutôt comprise entre
11 000 et 18 000 kilomètres. Alors hier, un premier essai a eu lieu avec une distance beaucoup plus modeste puisque le missile Satan II est parti de la base de Plenstec, direction celle de Kamachka. On est environ à 5000 km de distance et la particularité de ce missile, eh bien, c'est qu'il peut changer de trajectoire, y compris juste avant d'atteindre sa cible, ce qui évidemment le rend très difficile à intercepter, voire même impossible impossible d'échapper aux armes de défense anti-missile, d'autant plus qu'il peut atteindre une cible à 10 mètres près quand on sait qu'il peut être tiré de 18 000 km. Évidemment, c'est très impressionnant. Il pourrait être équipé d'une dizaine de têtes nucléaires avec une puissance maximale de 50 mégatonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2000 fois plus puissant que les bombes qui avaient été larguées au-dessus d'Hiroshima. Ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que Satan II est en phase d'essai. Selon les experts, il faudra vraisemblablement plusieurs années pour qu'il soit vraiment opérationnel. Et puis une autre précision qui a également son importance, ce projet il ne date pas d'hier, il ne date pas non plus de la guerre en Ukraine, puisqu'il fait partie d'un projet plus global qui a été officiellement Russie. Regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Alerte rouge mondiale. Le dernier avertissement de Vladimir Poutine vient de tomber comme un coup de tonnerre. Oui, il soutient officiellement l'Iran et met Trump en garde. Touché à l'Iran et la Russie frappera. La ligne rouge est tracée et le monde entier retient son souffle. L'escalade est réelle, la panique est planétaire. C'est pour cela que je suis maintenant revenu pour tout expliquer en tant que porte-parole de l'actu intermonde. Appuie simplement... Attendez, avant que vous ne quittiez cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si demain matin, vous vous réveillez et découvrez que les États-Unis ne peuvent plus faire la guerre comme avant? Pas parce qu'ils n'ont pas d'armes, non, mais parce que leurs propres alliés leur ont fermé la porte au nez. Eh bien, ce scénario de science-fiction est en train de devenir réalité. Et ce qui se passe en ce moment même pourrait bouleverser votre vie plus vite que vous ne l'imaginez. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. Imaginez la scène. Le président américain Donald Trump se tient devant les caméras, le visage déterminé, et annonce qu'il est prêt à déclencher une offensive militaire contre l'Iran. Il parle d'une armada qui va déferler, de frappes imminentes, de montrer au monde qui commande vraiment. C'est le genre de déclaration qu'on attendrait d'une superpuissance, non? Sauf que cette fois, quelque chose d'inhabituel se produit. Quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire récente. L'Arabie Saoudite, ce pays qui a toujours été considéré comme un allié fidèle de Washington au Moyen-Orient, lève la main et dit stop. Pas question que vous utilisiez notre espace aérien pour bombarder l'Iran. Et ce n'est pas tout. Les Émirats Arabes Unis, un autre pilier de l'influence américaine dans la région, emboîtent le pas. Même réponse. Notre territoire est fermé. Vous ne passerez pas par chez nous. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important. Laissez-moi vous expliquer. Quand les États-Unis planifient une opération militaire au Moyen-Orient, ils ne peuvent pas simplement faire voler leurs avions directement depuis l'Amérique. Ils ont besoin de bases régionales, de corridors aériens, de points d'appui logistiques. L'Arabie Saoudite et les Émirats ont toujours joué ce rôle. Ils étaient le tremplin indispensable. Mais là, ce tremplin vient de disparaître. Et ça change absolument tout. Vous voyez, ce n'est pas juste une petite dispute diplomatique qu'on va oublier dans 2 semaines. C'est un signal massif envoyé au reste de la planète. Un signal qui dit que même les partenaires les plus proches des États-Unis commencent à prendre leur distance quand il s'agit de suivre Washington dans une nouvelle aventure militaire. Et quand des signaux comme celui-là apparaissent, croyez-moi, le monde entier regarde et prend des notes. Mais ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que ce refus n'a pas été murmuré dans les couloirs fermés de la diplomatie. Non. Il a été proclamé publiquement pour que tout le monde l'entende. Normalement, quand il y a des désaccords entre alliés, on négocie discrètement, on trouve des compromis en privé, on garde les apparences. Mais cette fois, Riyad et Abu Dhabi ont choisi de rendre leur position publique. Ils veulent que le monde entier sache qu'ils ne sont pas d'accord, que la machine américaine ne fonctionne plus aussi facilement qu'avant. Et croyez-moi, ce n'est que le début de l'histoire. Parce que pendant que Trump brandissait ses menaces contre l'Iran, d'autres choses se passaient sur l'échiquier mondial.
Des choses qui montrent que nous sommes peut-être en train d'assister à un basculement historique. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Delcy Rodriguez, une figure importante du régime vénézuélien, sort du silence et déclare qu'elle en a assez de recevoir des ordres de Washington. Elle affirme que le Venezuela est un pays souverain et qu'il va gérer ses propres affaires sans ingérence étrangère. C'est le genre de déclaration qu'on entend souvent, certes, mais le timing est révélateur. Pendant que Trump multiplie les fronts de tension, ses adversaires se renforcent dans leur opposition. Et ensuite, il y a la Syrie. Vous vous souvenez quand Trump a déclaré avoir eu une excellente conversation avec le nouveau président syrien Ahmed al-Shara, qu'il a qualifié de hautement respecté. Il voulait donner l'impression que Washington contrôlait toujours la situation en Syrie, que les relations étaient assez bonnes, que tout allait dans le bon sens. Sauf que quelques jours à peine après cette déclaration triomphante, ce même Ahmed al-Shara s'envole pour Moscou. Il va rencontrer Vladimir Poutine. Et là-bas, il ne parle pas de se rapprocher de l'Amérique. Il parle de renforcer les liens entre la Syrie et la Russie. Vous comprenez l'ironie de la situation ? Trump essaie de projeter l'image d'un leader qui contrôle ses alliances, qui maîtrise la situation géopolitique. Mais pendant ce temps, les leaders qu'il prétend influencer vont chercher protection et soutien ailleurs. À Moscou, précisément. C'est comme si on assistait à une pièce de théâtre où l'acteur principal croit qu'il est au centre de l'attention, alors que le reste de la troupe joue une autre scène dans les coulisses. Et ce phénomène ne se limite pas au Moyen-Orient, regardez ce qui se passe en Europe. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, un homme généralement prudent dans ses relations avec Washington, décide soudainement de se rendre en Chine. C'est la première visite d'un chef de gouvernement britannique à Pékin depuis 8 longues années. Et quand il arrive là-bas, il ne mâche pas ses mots. Il déclare ouvertement qu'il est dans l'intérêt national du Royaume-Uni de s'engager avec la Chine. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Le Royaume-Uni a toujours été considéré comme le plus fidèle allié des États-Unis en Europe. La relation spéciale, comme il l'appelle, mais aujourd'hui, même Londres commence à diversifier ses options. Starmer ne dit pas qu'il abandonne Washington, bien sûr que non, mais il envoie un message clair: nous ne mettons plus tous nos œufs dans le même panier. Nous devons préparer notre pays à un monde où l'Amérique n'est peut-être plus la seule puissance qui compte. Et ce n'est pas tout. Pendant que Trump menace la planète entière avec ses tarifs douaniers, ses sanctions économiques et ses menaces militaires, d'autres leaders construisent activement des alternatives. Le Canada, par exemple. Son Premier ministre discute avec le président chinois Xi Jinping pour renforcer les liens commerciaux. L'Union européenne, de son côté, conclut ce que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé la mère de tous les accords commerciaux avec l'Inde. Vous saisissez le schéma qui se dessine. Trump crie « America First », l'Amérique d'abord, mais pendant qu'il crie, le reste du monde construit tranquillement un système qui pourrait fonctionner sans l'Amérique. Et ça, mes amis, c'est peut-être le développement le plus significatif de tous. Mais revenons à la crise iranienne, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment préoccupantes. Selon plusieurs sources fiables, le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmaneh, aurait directement appelé le président iranien pour lui transmettre un message sans ambiguïté. L'Arabie saoudite ne permettra sous aucun prétexte que son espace aérien ou son territoire soit utilisé par les États-Unis pour lancer des attaques contre l'Iran. Les Émirats arabes unis ont publié une déclaration similaire presque au même moment. Réfléchissez à ce que cela implique concrètement. Si Donald Trump décide vraiment de frapper l'Iran, il ne pourra pas compter sur les corridors aériens traditionnels. Il ne pourra pas utiliser les bases régionales comme il l'a toujours fait auparavant. Toute opération militaire devra se faire de manière beaucoup plus compliquée, beaucoup plus risquée et surtout quand même de manière beaucoup plus isolée. C'est une guerre sans le soutien logistique habituel et une guerre sans soutien logistique, c'est une guerre beaucoup plus dangereuse. Attendez, avant que vous ne quittiez cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si demain matin, vous vous réveillez et découvrez que les États-Unis ne peuvent plus faire la guerre comme avant? Pas parce qu'ils n'ont pas d'armes, non, mais parce que leurs propres alliés leur ont fermé la porte au nez. Eh bien, ce... Le minimum retraite pour les salariés, comment ça se passe? Imaginons que tu vas arriver à la retraite dans quelques mois ou dans quelques années et tu te poses la question, mais quel va être le montant de ma retraite? Et surtout, est-ce qu'il y a un minimum, c'est-à-dire un plancher que je vais percevoir? La réponse, elle est oui, ça s'appelle le minimum contributif.
Voyons combien tu vas gagner à la retraite, quoi qu'il en soit, à minima. D'accord? Avant tout, ce que je te propose, c'est de liker, commenter, partager. Bien évidemment, t'abonner. Comme tu le sais, chaque jour, je te partage une info, une astuce sur l'assurance, le patrimoine, la finance pour défendre ton pouvoir d'achat. Revenons donc sur le minimum retraite et donc le minimum contributif. Avant tout, mets-moi en commentaire. Est-ce que tu trouves que ces montants sont raisonnables? C'est trop, c'est pas assez? N'hésite pas à réagir, à donner ton opinion. Le minimum contributif, quand tu arrives à la retraite, minimum c'est 747 € par mois, quoi qu'il en soit. D'accord? Si tu as fait 120 trimestres, si tu as cotisé 120 trimestres, c'est 893 € par mois. Et si tu le souhaites, tu peux même demander ce qu'on appelle la SPA. La SPA, l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, qui va faire un complément pour que seul, quoi qu'il en soit, tu touches 1012 € par mois. Et si tu es en couple avec l'ASPA, d'accord, tu vas toucher minimum 1571 € par mois. Voilà les montants. Si tu as aimé cette vidéo, il faut l'enregistrer, la partager et bien évidemment... Et un homme libre ne peut pas être contrôlé. Donc, on te laisse dans un univers de mensonges. Et pour quelle raison tu sais comment est réglé notre monde? Il est réglé par 4 principes. La tricherie, le mensonge, la falsification et la manipulation. Et ces 4 principes touchent 4 domaines. La science, l'histoire, les religions et la politique. Et ça, c'est notre monde à nous. C'est le monde de notre incarnation. Il y a des êtres qui sont là depuis des millions d'années, à nos côtés, qui ont vu la source, la conscience créer quelque chose de vivant. Tu l'appelles Dieu, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler d'un autre nom, comme tu veux. On l'appelle Dieu, la création, le créateur. Nous sommes issus de ça, et à la base, cette création, elle a reçu une particule divine qui se loge dans notre âme. L'âme n'est pas à l'intérieur de nous. Expliquer que, voilà, donc après, j'ai dit, dans le tome 3 toujours, hein, l'éducation de Gaillou, j'ai dit que le jour où Hassan II a pris le pouvoir, grâce à mon père, d'accord, qui a été obligé de laisser un médecin suisse assassiner Mohamed V, d'accord, ça c'est mon père, il a été obligé parce qu'on lui a fait du chantage et tout. Et c'est lui qui a fait le certificat médical de mort. Comme 1000 €. 1000 €, vous n'avez pas entendu, Peugeot 508, 1000 €. Dans 3 km, prendre la sortie envers Nancy à ouest, Laxou. Quand tu regardes l'architecture, quand tu prends l'architecture financière mondiale, c'est-à-dire que les patrons du monde, c'est les US hein, aujourd'hui. Donc c'est eux qui ditent, si tu veux même, les trajectoires, la politique à suivre. Parce que c'est même vérifié que Bon, je la refais une dernière fois pour ceux qui ont raté le wagon. Écoutez. Le président russe décide de présenter au dictateur nord-coréen sa voiture personnelle, le véhicule idéal selon lui pour tout dirigeant soucieux de sa sécurité. Il y a maintenant un arrêt totalement imprévu. Vladimir Poutine montre à Kim Jong-un sa voiture de marque Horus. Nous sommes en train de voir que Kim Jong-un vient de s'asseoir dans la voiture. Vladimir Poutine est à côté. Cela fait déjà pas mal de temps, au moins 4 ou 5 minutes, que Vladimir Poutine et Kim Jong-un se trouvent dans cette Horus. C'est notre véhicule, on l'a baptisé Horus. On vient de commencer à la produire en Russie. Ça c'est la version rallongée et ça c'est la version limousine. Le président russe décide de présenter au dictateur nord-coréen sa voiture. L'Iran vient de dévoiler une arme qui pourrait complètement bouleverser l'équilibre militaire au Moyen-Orient. On parle ici d'un système de guerre électronique baptisé SIAD 4. Et si les affirmations des responsables iraniens sont exactes, ce dispositif serait capable de perturber les réseaux de positionnement et de navigation de l'ennemi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre aveugles les bombardiers américains et les chasseurs... Dans 600 mètres, prendre la sortie envers Nancy à ouest, Laxou. Les appareils militaires les plus sophistiqués de la planète. La présentation officielle a eu lieu via la télévision d'État iranienne. Évidemment, pour des raisons de sécurité, seule une réplique du système a été montrée au public. Mais le message était limpide. L'industrie de défense iranienne continue de progresser, malgré des années de sanctions économiques. Prendre la sortie 1, puis utiliser la voie de gauche pour prendre la bretelle A31.
L'Iran continue de construire, de développer, d'innover. Cette révélation intervient à un moment absolument critique. Les tensions entre Téhéran et Washington ont atteint des... Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle à 31. Entre les installations nucléaires iraniennes. Les commandants iraniens insistent sur le renforcement de la préparation militaire dans... Continuez pendant 19 km. Le SIAD 4 représente la réponse de l'Iran à ceux qui pensent pouvoir intimider la République islamique. Mais ce qui rend cette présentation encore plus remarquable, c'est l'identité de ses créateurs. Selon l'agence de presse MER, le système SIAD 4 a été conçu et fabriqué par des femmes scientifiques travaillant dans l'industrie de défense iranienne. Des femmes qui créent des armes capables de neutraliser les technologies militaires les plus avancées au monde. Le système a été présenté lors d'une exposition mettant spécifiquement en valeur les réalisations de défense dirigées par des femmes. L'Iran envoie plusieurs messages à la fois. Aux Occidentaux, le pays dit clairement que leurs sanctions ne peuvent pas arrêter le progrès scientifique iranien. À ceux qui stéréotypent la société iranienne, Téhéran répond que ces femmes sont en première ligne des programmes militaires les plus sophistiqués du pays. Des responsables de haut rang de la défense ont assisté à l'exposition. Le ministre de la Défense, le général Aziz Nazirzadeh, a personnellement inspecté le système SIAD 4. Sa présence souligne l'importance que Téhéran accorde à cette nouvelle capacité. Ce n'est pas un développement mineur exhibé à des fins de propagande. C'est un atout stratégique que les plus hauts responsables militaires iraniens considèrent comme significatif. Maintenant, regardons de plus près ce que ce système peut réellement accomplir. Selon les sources iraniennes, le SIAD 4 peut perturber les réseaux de positionnement et de navigation ennemis. On parle ici de guerre électronique au niveau le plus sophistiqué. Il ne s'agit pas de tirer des missiles sur des avions, mais de quelque chose de potentiellement bien plus dévastateur, rendre ces appareils incapables de naviguer. Les avions militaires modernes dépendent entièrement des systèmes GPS et de navigation électronique. Les bombardiers B-52 américains, qui décollent de Diego Garcia pour frapper des cibles iraniennes, ont besoin de données de positionnement précises. Les chasseurs furtifs F-35 israéliens, qui mènent des raids, ont besoin de réseaux de navigation pour atteindre leurs objectifs et rentrer chez eux. Sans ces systèmes, ces appareils deviennent vulnérables. Les systèmes de guerre électroniques comme le SIAD 4 fonctionnent en brouillant ou en falsifiant les signaux dont les avions dépendent. Le brouillage inonde le spectre électromagnétique de bruit, rendant impossible pour les récepteurs de capter les signaux légitimes. La falsification envoie de faux signaux qui font croire au système de navigation que l'avion se trouve ailleurs que là où il se trouve réellement. Les deux méthodes peuvent être catastrophiques pour les forces attaquantes. Si le SIAD 4 fonctionne comme annoncé, les pilotes américains et israéliens feraient face à un scénario cauchemardesque. Des appareils incapables de déterminer leur position, des armes incapables de trouver leur cible, des systèmes de navigation donnant de fausses lectures qui pourraient conduire les pilotes dans des pièges ou les faire rater complètement leurs objectifs. C'est la capacité que l'Iran prétend avoir développée. L'inspection du système par le ministre de la Défense signale une confiance de haut niveau dans ses capacités. Nazirzadeh n'est pas un politicien qui fait des vantardises vides. C'est un professionnel militaire responsable de la défense de l'Iran. Son inspection du SIAD 4 suggère que le commandement militaire iranien croit que ce système fonctionne réellement. Le format même de l'exposition était significatif. En présentant le SIAD 4 aux côtés d'autres réalisations de défense dirigées par des femmes, l'Iran a démontré la profondeur de son industrie militaire indigène. Ce n'est pas un pays dépendant de fournisseurs étrangers qui peuvent être pressés de couper l'accès. C'est une nation qui construit ses propres armes avec ses propres scientifiques. On a tous vécu cette situation. Écoutez bien, vous allez à la banque, vous avez donc de l'argent à déposer, une certaine somme, et la banque vous demande l'origine de ces fonds. Je vais vous expliquer 2-3 trucs à savoir sur les banques. C'est très important. La plupart des Français ignorent qu'une banque n'a pas à enquêter sur les virements d'apparence légale reçus par son client. Je m'explique. Une banque n'a pas à enquêter sur l'origine et l'importance des fonds versés sur le compte d'un client dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, a jugé la Cour de cassation. Et de plus, la Cour de cassation a jugé qu'une banque qui est tenue à une obligation donc de non-ingérence dans les affaires de son client n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance donc des fonds. Les fonds qu'il reçoit, ni à l'interroger sur des mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. Et pour finir, la responsabilité d'une banque à l'égard d'un tiers au contrat donc la liant à son client ne peut être engagée.
On a tous vécu cette situation. Écoutez bien, vous allez à la banque, vous avez donc de l'argent à déposer, une certaine somme, et la banque vous demande l'origine de ces fonds. Je vais vous expliquer 2-3 trucs à savoir sur les banques, c'est très important. La plupart des Français ignorent qu'une banque n'a pas à enquêter sur les virements d'apparence légale reçus par son client. Je m'explique. Une banque n'a pas à enquêter sur l'origine et l'importance des fonds. Ouais, pas mal. Du coup, on fait pas mal. Moi, je suis payé. Moi, je travaille pour la journée. Vous pouvez imprimer 45 photos gratuitement tous les mois. C'est hyper simple, t'as juste à sélectionner sur l'application les photos depuis ton téléphone et ensuite Freeprint il t'envoie tout directement chez toi. Moi ce que j'aime c'est garder tous mes souvenirs de voyage, donc quand j'étais à Londres, à Bali et même un super. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui ne poste jamais de photos en ligne? Pas de selfie, pas de célébration, pas de mise à jour. Dans un monde qui récompense l'attention, ces personnes semblent presque invisibles. Mais la psychologie dit que ce comportement n'est pas aléatoire. Il révèle beaucoup sur leur confiance, leur état d'esprit et leur intelligence émotionnelle. Décortiquons la véritable psychologie des personnes qui ne publient pas leurs photos sur les réseaux sociaux. 1. La vie privée avant la popularité. Les personnes qui publient rarement des... Ouais, on fait de temps en temps un peu de primeur, mais bon. Ouais, donc ça va, ça change un peu, c'est pas toujours la même chose. Ouais, on fait tout, nous. Ne jetez pas votre pantalon déchiré. Je vais vous montrer une technique de réparation invisible. Commencez par bien découper les fils. Est-ce que tu savais que ton Samsung cache une fonctionnalité secrète qui te permet de prendre des photos d'une qualité incroyable? Et quand je te dis incroyable, je ne rigole même pas. Dans certains cas, elle est encore meilleure que l'appareil photo classique. Mais juste avant que je te montre comment l'activer, pense à t'abonner et à laisser un like pour soutenir la chaîne. C'est bon? Alors on y va. Première étape, fais un appui long sur ton écran d'accueil ou alors pince l'écran avec 2 doigts comme ça. Ensuite, appuie sur Widgets. Fais défiler vers le bas tranquillement et cherche l'option loupe. Quand tu la vois, appuie dessus une première fois, puis une deuxième fois. Et termine en cliquant sur Ajouter. Maintenant, regarde bien, la loupe apparaît directement sur ton écran d'accueil. Ouvre-la. Et là, surprise, cette simple loupe se transforme en une véritable caméra cachée ultra précise. Tu peux zoomer très fort sans perdre en qualité, observer les moindres détails et même appliquer plusieurs filtres pour capturer des images vraiment impressionnantes. Franchement, peu de gens connaissent cette astuce. Alors dis-moi en commentaire si toi, tu la connaissais déjà. Like la vidéo si tu veux plus d'astuces secrètes Samsung et surtout partage-la avec un ami qui utilise aussi un Samsung. Alors quand on vous dit à 67 ans vous partez avec l'autoplein, vous donnera un trimestre. Attention, cette phrase en soi, elle est fausse. Dans la formule de calcul de la retraite de base, c'est faux. Oui, vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire. Alors je vous explique. J'ai un prospect qui m'appelle cette semaine, il me dit « Je n'ai pas tous mes trimestres, je vais devoir partir à 67 ans. Si je pars à 67 ans, je n'aurai que 100 trimestres. Est-ce que je partirai bien avec tous mes trimestres comme si j'avais une carrière à taux plein? Est-ce que vous pouvez me le confirmer ?» Alors je lui ai dit « Oui, mais l'État n'est pas fou. Là, ce que vous dites, c'est de la formule de calcul de la retraite de base. Parce que dans le calcul, c'est vos 25 meilleures années multipliées par le taux. Le taux plein, c'est 50%. Vous aurez ce taux de 50% quand vous aurez 67 ans. On est d'accord. Mais ça n'est pas tout. En plus de ça, il faut multiplier par un ratio. Et ce ratio, c'est le nombre de trimestres que vous avez divisé par le nombre de trimestres qu'il vous faut. Donc dans le cas de mon client, il a 120 trimestres quand il aura 67 ans, il lui en faut 172. 120 divisé par 172, ça fait 70%. Ça veut dire qu'il perd sur sa retraite de base 30%. Alors, on peut appeler ça une décote, mais l'État n'est pas fou. Il vous donne votre taux plein, donc le taux de liquidation qui est de 50%. En revanche, si vous manque des trimestres sur le 3e chiffre dont je vous parle, vous ne partirez pas avec la totalité de votre retraite de base, comme si vous aviez l'ensemble de vos trimestres, et ça même à 67 ans. Voilà, ça c'est des subtilités. Donc moi je vous invite à rester connecté sur la page, n'hésitez pas. Pendant que Trump se vante sur tous les plateaux d'avoir le plus grand arsenal nucléaire du monde, il y a une vérité qu'absolument personne ne te dit. Une vérité tellement dérangeante que les médias mainstream préfèrent te l'ignorer complètement. Le fameux missile hypersonique américain, le Dark Eagle, celui dont il parle depuis 5 ans,
celui qui était censé rivaliser avec les armes russes, tu sais ce qu'il en est aujourd'hui? Il n'est toujours pas opérationnel. 5 ans de développement, des milliards de dollars investis, et il ne fonctionne tout simplement pas. Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté, la Russie ne s'est pas contentée de développer des missiles hypersoniques. Non, ils sont déjà passés à la 2e génération de ces armes. Laisse-moi te donner quelques noms que tu n'entendras jamais aux infos. Le Zircon. Un missile hypersonique qui vole à 9 fois la vitesse du son et qui est totalement impossible à intercepter avec les systèmes de défense actuels. Même les fameux Patriots américains, ceux qu'on nous vend comme invincibles, ne peuvent rien faire contre ça. Ensuite, il y a le Poséidon. Une torpille fixe à 1000 mètres. peut naviguer sous l'eau pendant des milliers de kilomètres et se positionner sous n'importe quel porte-avions. Une seule de ces torpilles pourrait anéantir un groupe aéronaval entier en quelques secondes. Et le plus terrifiant, le Burisnik. Un missile de croisière propulsé par un moteur nucléaire qui lui donne une portée pratiquement illimitée. Ils l'ont testé sur plus de 14 000 Radar fixe à 500 mètres. Imagine un missile qui peut voler indéfiniment, attendre dans les airs et frapper n'importe quelle cible dans le monde à n'importe quel moment. Maintenant, parlons de l'Ukraine, parce que ce conflit nous a révélé quelque chose Radar d'absolument fixe à stupéfiant. 100 mètres. 39 mois de guerre, 26 000 véhicules militaires ont été détruits. 26 000. Mais voilà le truc qui fait vraiment peur. Sur ces 26 000, seulement 6 000 étaient ukrainiens. Les 20 000 autres, d'où venaient-ils? De l'OTAN, de nous, de l'Europe. Dans 3 km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie 12 en direction de Paris, Reims. Tout l'arsenal qu'on a envoyé là-bas a été littéralement pulvérisé. L'Angleterre a donné tous ses canons automoteurs, tous ses véhicules de transport blindés, toute son artillerie. Et maintenant, leur armée est pratiquement nue. Ils n'ont plus rien. L'Allemagne, qui était censée être la puissance militaire de l'Europe, a admis il y a quelques semaines qu'elle n'était plus compétitive. Pas seulement économiquement, mais militairement aussi. La France, avec sa force de frappe nucléaire indépendante, c'est à peu près le seul pays européen qui a encore quelque chose qui ressemble à une défense crédible. Et maintenant, Trump parle de reprendre les tests nucléaires. Comme si tester une bombe nucléaire allait compenser 10 ans de retard technologique, comme si ça allait rattraper des missiles qui voyagent à Mach 9 et qui peuvent manœuvrer en plein vol. La réalité, c'est que nous vivons dans un monde où l'équilibre des forces a complètement basculé et personne ne veut l'admettre. Les généraux de l'OTAN continuent à parler comme si on était encore dans les années 90, face à des armées du tiers-monde qu'on peut écraser avec notre supériorité aérienne. Mais la Russie n'est pas l'Irak. Elle a des systèmes de défense aérienne comme le S-400 et le S-500 qui peuvent abattre n'importe quoi. Elle a une industrie militaire qui produit plus de drones de combat que tous les pays occidentaux réunis. Et surtout, elle a une expérience Dans récente. 800 mètres, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie 12 en direction de Paris, Reims. Alors la prochaine fois que tu entends Trump ou n'importe quel politicien occidental se vanter de notre puissance militaire, pose-toi cette question. Est-ce que c'est de la confiance ou est-ce que c'est juste du déni face à une réalité qu'on refuse de voir? Pendant que Trump Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie 12. l'arsenal nucléaire du monde, il y a une vérité qu'absolument personne ne te dit. Une vérité tellement dérangeante que les médias mainstream préfèrent Continuez pendant 105 km. le fameux missile hypersonique américain, le Dark. Les limites cachées de la puissance militaire américaine, pourquoi Trump ne peut pas bombarder l'Iran? En ce moment même, alors que Donald Trump menace d'une action militaire contre l'Iran, les planificateurs militaires du Pentagone font face à une réalité qu'aucun président ne veut admettre. L'armée américaine ne peut pas être partout à la fois, et l'écart entre la rhétorique présidentielle et la capacité militaire réelle n'a jamais été aussi dangereux. Si cette analyse vous semble utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui ont besoin de comprendre ces réalités stratégiques et à commenter d'où vous nous suivez. Je suis George Will, chroniqueur et commentateur politique. Pendant des décennies, j'ai examiné l'expérience américaine à travers le prisme du libéralisme classique et de la prudence constitutionnelle.
J'ai toujours soutenu que la santé de notre République dépend d'une compréhension lucide de l'histoire, des limites du gouvernement et des principes durables qui soutiennent une société libre. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment nous sommes arrivés à cette conjoncture actuelle et ce que nous devons faire pour restaurer la sobriété et la rigueur intellectuelle nécessaires dans notre vie publique. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir explique pourquoi les généraux avertissent en privé que les États-Unis sont stratégiquement surchargés d'une manière qui n'a pas été vue depuis le Vietnam. Pourquoi chaque nouvel engagement militaire rend plus difficile la défense des engagements existants et pourquoi la menace de guerre avec l'Iran pourrait exposer les limites de la puissance américaine d'une façon que les adversaires des États-Unis observent attentivement. La réalité des chiffres. Commençons par les chiffres froids et durs qui définissent la réalité militaire américaine en 2026. La marine américaine possède 11 porte-avions. Cela semble beaucoup jusqu'à ce que vous compreniez combien sont nécessaires juste pour maintenir une présence mondiale de base. À tout moment, environ un tiers de ces porte-avions sont en maintenance. Ils ne peuvent pas être déployés. Ils sont dans des chantiers navals en cours de réparation, de modernisation, leurs réacteurs nucléaires étant rechargés. Cela laisse environ 7 à 8 porte-avions disponibles pour le déploiement. Mais disponibles pour le déploiement ne signifie pas actuellement déployés en zone de combat, car les porte-avions et leurs groupes d'attaque opèrent par rotation. Un groupe d'attaque de porte-avions se déploie généralement pendant 6 à 8 mois, puis rentre chez lui pendant 12 à 18 mois pour la maintenance et l'entraînement de l'équipage. Donc, à tout moment, les États-Unis n'ont généralement que 2 à 3 porte-avions réellement déployés en mer, prêts au combat, et ceux-ci sont répartis sur plusieurs régions, le Pacifique occidental surveillant la Chine, le Golfe Persique surveillant l'Iran, la Méditerranée soutenant les alliés européens. Le problème iranien. Et voici le problème auquel Trump fait face s'il veut vraiment une action militaire contre l'Iran. Une opération sérieuse contre l'Iran nécessiterait non pas un, mais plusieurs groupes d'attaque de porte-avions. Nous ne parlons pas de frappe aérienne limitée, nous parlons d'une campagne soutenue contre une nation de 85 millions de personnes avec des capacités militaires significatives. Lors de l'invasion de l'Irak en 2003, les États-Unis ont déployé 5 groupes d'attaque de porte-avions rien que pour cette opération. Et c'était à une époque où les États-Unis ne faisaient pas simultanément face à des menaces sérieuses de la Chine, à des tensions avec la Russie, à des engagements en Europe de l'Est et à tous les autres points chauds qui exigent maintenant l'attention militaire américaine. Donc, quand Trump menace d'une action militaire contre l'Iran, les planificateurs du Pentagone font des calculs. D'où tirons-nous les porte-avions? Si nous déplaçons plus de porte-avions vers le Golfe Persique, cela signifie moins dans le Pacifique, ce qui invite la Chine à tester les limites américaines à Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Si nous déplaçons des porte-avions de la Méditerranée, nous affaiblissons la posture de l'OTAN contre la Russie à un moment où les tensions autour de l'Ukraine restent non résolues. Chaque navire que vous déplacez d'un théâtre à un autre crée une vulnérabilité ailleurs, au-delà du matériel, personnel et munitions. Les porte-avions ne sont que la partie la plus visible de la limitation. Derrière chaque porte-avions se trouve toute une chaîne d'approvisionnement, navires de ravitaillement, sous-marins d'attaque, destroyers et croiseurs pour la défense aérienne, avions de guerre électroniques, avions-citernes pour le ravitaillement en vol. Tout cela nécessite du personnel et le personnel militaire américain est déjà étiré. Les taux de rétention dans certaines spécialités critiques sont à des niveaux historiquement bas. Les pilotes quittent l'armée de l'air pour des emplois civils mieux rémunérés. Les techniciens de maintenance sont épuisés par des déploiements répétés. Et puis il y a la question de l'inventaire de munitions.
c'est quelque chose que le public considère rarement, mais qui empêche les planificateurs militaires de dormir. Les États-Unis possèdent des arsenaux massifs, mais les guerres modernes consomment des munitions de précision à des taux stupéfiants. Pendant la campagne aérienne contre l'État islamique de 2014 à 2017, les États-Unis ont lancé des milliers de missiles de croisière et de bombes guidés de précision, et c'était contre un adversaire relativement faible, sans défense aérienne sophistiquée. L'Iran possède des systèmes de défense aérienne, des S-300 russes, des missiles anti-navires avancés, une capacité de cyberguerre. Une campagne soutenue contre l'Iran consommerait des munitions de précision à des taux qui épuiseraient les stocks actuels en semaines, pas en mois. Et remplacer ces munitions prend du temps. Les lignes de production ne peuvent pas simplement s'accélérer instantanément. Le précédent de juin 2025. Mais au-delà des limites matérielles, il y a la question de ce que signifie vraiment gagner une guerre avec l'Iran. Ce n'est pas une situation comme l'Irak en 2003 où un régime impopulaire pourrait s'effondrer rapidement sous la pression militaire. Et nous avons déjà un précédent récent de la difficulté à endommager de façon permanente les capacités nucléaires de l'Iran. En juin 2025, les États-Unis et Israël ont lancé ce qu'on a appelé la guerre de 12 jours contre l'Iran, ciblant principalement l'infrastructure nucléaire iranienne. Israël a mené les attaques avec le soutien américain. L'Iran a riposté en attaquant une base militaire américaine au Qatar. Et bien que l'Iran ait reconnu des dommages importants causés par les attaques, le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré en janvier 2026 que l'Iran avait reconstruit tout ce qui avait été endommagé. Les limites cachées de la puissance militaire américaine, pourquoi Trump ne peut pas bombarder l'Iran? En ce moment même, alors que Donald Trump menace d'une action militaire... Le roi d'Arabie Saoudite a été tué pour une seule raison. Il a osé défier le monde entier afin de défendre le peuple palestinien. Un acte qui a bouleversé l'équilibre mondial. Le roi d'Arabie Saoudite a été tué pour une seule raison. Il a osé défier le monde entier afin de défendre le peuple palestinien. Un acte qui a bouleversé l'équilibre mondial. Le roi Faisal arrive au pouvoir en 1964. Dès le début, il est animé par une... Quand les nazis ont demandé au roi du Maroc de livrer les Juifs, sa réponse a choqué l'histoire. Le régime de Vichy, aux ordres de Pétain et Laval, veut imposer ses lois racistes dans les colonies. Au Maroc, le général Charles Noggs exige le recensement des Juifs, leur exclusion des écoles, des postes publics, mais Mohamed V refuse catégoriquement. Il lui dit « Je désapprouve entièrement cette loi. Les Juifs... » Le répéteur Wi-Fi le plus puissant que j'ai jamais vu, on l'utilise dans les entrepôts pour pouvoir avoir le signal au maximum. Tu peux voir la qualité, la puissance, elle est au top. En plus de ça, tu vois, ça passe direct. C'est pourquoi vos nerfs échouent et vos pieds brûlent. Lorsque vos pieds commencent à brûler, à picoter ou à s'engourdir, ce n'est pas seulement l'âge. Ce sont vos nerfs qui crient à l'aide. Voici 3 signes. Déclarer ses enfants, est-ce que ça compte pour la retraite? La réponse, elle est oui, parce que quand tu as un enfant, ça te permet de valider des trimestres et de pouvoir partir plus tôt à la retraite. Combien de trimestres, sur quel site est déclaré? Je t'explique tout, mais avant tout, ce que je te propose, c'est de liker, commenter, partager et de t'abonner, parce que chaque jour, je te donne une info, une astuce sur l'assurance, le patrimoine, la finance, pour défendre ton pouvoir d'achat. Revenons donc sur le nombre de trimestres que permet d'avoir un enfant. Un enfant te donne 8 trimestres validés pour la retraite. 8 trimestres, d'accord? Comment ça se passe? D'ailleurs, mets-moi en commentaire ce que tu penses. N'hésite pas à réagir. 4 trimestres automatiquement pour la maman, d'accord? Et tu as 4 trimestres qu'on appelle des trimestres d'éducation. Ces trimestres d'éducation, ils sont à partager, si tu le souhaites, entre le papa et la maman. Tu as 6 mois pour prendre ta décision. Et si dans les 6 mois, tu n'as pas pris ta décision, ils sont automatiquement partagés. 2 au papa, 2 à la maman. Mais si tu veux faire différemment, tu peux. Tu as 6 mois pour le faire. Donc je résume. 8 trimestres par enfant. 4 automatiquement à la maman
Et dans les 6 mois, tu dois choisir les 4 restants à qui je les attribue. Tu n'as pas pris ta décision, c'est réparti à part égale. Sur quel site tu vas pouvoir déclarer tes enfants? Il faut que tu ailles sur le site assurance-retraite-toutattaché.fr. D'accord? Tu vas dans l'onglet Connexion, tu as un bouton qui s'appelle Compléter ma retraite et déclarer mes enfants. C'est ici que ça se passe. Et tu vas pouvoir rentrer le nom, le prénom et le livret de famille. Et c'est là où tu vas faire la déclaration. Donc très important, parce que ça va avoir une incidence sur ta retraite et tu vas pouvoir partir plus tôt, d'accord, à ta retraite. Si tu as aimé cette vidéo, il faut la partager et n'hésite pas à t'abonner. Déclarer ses enfants, est-ce que ça compte pour la retraite? La réponse, elle est oui. Parce qu'enfant, est-ce que ça compte pour la retraite? La réponse... À travers ce qu'on a vécu, notre propre histoire, après, dans cette analyse, il a vraiment dit des choses qui sont factuelles. Hein, que j'ai oui, sauf qu'il a une lucide de vie qui est proche des États-Unis, même s'il dit non. Oui, mais c'est normal que l'Europe, malheureusement, Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin de... Plus tu restes chez toi, moins tu as envie de sortir. Et plus tu y restes, plus tu as l'impression de te reposer. Alors qu'en réalité, tu épuises ton énergie. Ton esprit ralentit. Tes pensées deviennent plus lourdes, plus envahissantes. Et petit à petit, l'envie de faire quoi que ce soit disparaît. Ça a un nom. On appelle ça la rumination mentale. C'est quand l'esprit tourne en boucle, bloqué sur ce qui s'est passé, inquiet pour ce qui va arriver, et vidé par le présent. Tu perds la notion du temps. Les jours se confondent. La motivation s'éteint sans bruit. Même une simple marche te paraît insurmontable. Même la lumière du soleil devient une contrainte. Les choses simples que tu aimais avant te semblent soudain lointaines, presque étrangères. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la fatigue mentale. Une usure silencieuse que beaucoup ne voient même pas. Et plus tu restes dans ce cycle, plus il devient difficile d'en sortir. Ta tête porte un poids sans te demander ton avis. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour sortir. Tu dois sortir pour commencer à aller mieux. Fais un pas dehors. Laisse le soleil te toucher. Écoute le vent. Ressens que le monde continue de bouger. Permets à ton corps de se souvenir de ce que ton esprit a oublié. Parce que plus tu repousses, plus le puits devient profond et plus ton monde rétrécit. Si ce message te parle, reste avec nous. On t'aide à te libérer de ce que personne ne voit. Plus tu restes chez toi, moins tu as envie de sortir. Et plus tu y restes, plus tu as l'impression de te reposer. Alors qu'en réalité, tu épuises ton énergie. Ton esprit ralentit. Tes pensées deviennent plus lourdes, plus envahissantes. Et petit à petit, l'envie de faire quoi que ce soit disparaît. Ça a un nom. On appelle ça la rumination mentale. C'est quand l'esprit tourne en boucle, bloqué sur ce qui s'est passé, inquiet pour ce qui va arriver, et vidé par le présent. Tu perds la notion du temps. Le message est arrivé à 3h du matin, heure de Pékin, pendant que l'Occident dormait. Un câble diplomatique, crypté, directement du centre de Zhongnanhai à Pékin vers le département d'État à Washington. Le contenu était précis, froid et absolument sans précédent. La Chine a lancé un ultimatum aux États-Unis. Pas publiquement, pas dans les gros titres, mais les implications sont massives. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va changer à jamais votre vision de la situation géopolitique actuelle, car ce n'est plus un scénario théorique. Cela se passe. Maintenant. Laissez-moi vous donner le contexte que personne d'autre n'explique. Le Venezuela possède 303 milliards de barils de réserves pétrolières, les plus grandes réserves prouvées au monde, plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie, plus que le Canada. Mais le Venezuela est en faillite. Le pays doit 67 milliards de dollars à la Chine. Prêts, infrastructures, prépaiements pétroliers. Depuis 2007, Pékin a systématiquement financé les ressources vénézuéliennes en échange de quelque chose de très spécifique, des livraisons de pétrole à long terme. Mais voici le problème. Les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela. La production s'est effondrée de 2,8 millions de barils par jour à 500 000, une chute de 82%. La Chine ne reçoit pas son pétrole. La Chine ne récupère pas son argent. Et maintenant, Pékin en a assez. L'ultimatum est simple. Les États-Unis doivent lever les sanctions contre le Venezuela, complètement, immédiatement, sans condition, ou la Chine annexera Taïwan, pas dans un futur indéterminé, dans les 48 heures, suivant l'expiration du délai. Le délai expire dans 16 jours. Vous pensez que c'est un bluff? Laissez-moi vous montrer pourquoi ce n'en est pas un. La Chine a systématiquement construit des positions au cours des 14 derniers mois. Militairement, économiquement, diplomatiquement. La côte est de Taïwan et est maintenant entourée de 250 navires de guerre chinois. Ce n'est pas pour des exercices, c'est une infrastructure de blocus complet.
Parallèlement, Pékin a conclu des accords commerciaux bilatéraux en monnaie locale avec 12 pays, Arabie Saoudite, Russie, Brésil, Indonésie, Iran, Émirats Arabes Unis. Le dollar est systématiquement contourné. Et voici le point critique. La Chine a discrètement vendu 180 milliards de dollars de bons du Trésor américain au cours des 6 derniers mois. Cela n'apparaît dans aucun terminal Bloomberg. Mais les données sont là. Les avoirs de la Banque centrale chinoise sont passés de 770 milliards à 590 milliards. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Stop. Ce que je viens de vous montrer, la Chine construit systématiquement des positions, militairement contre Taïwan, économiquement contre le dollar, diplomatiquement contre l'hégémonie américaine, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 7 autres étapes stratégiques qui ne font pas les gros titres. Avec toutes les données, toutes les sources, tous les liens que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse ultimatum chinois, plus Venezuela, argent, dollar. Et chaque nouvelle documentation que je publie, un accès. Toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi le Venezuela est le déclencheur. Le Venezuela n'est pas seulement du pétrole. Le pays possède du coltan, du lithium, de l'or, des diamants, des terres rares, les ressources qui définissent le 21e siècle. La Chine le sait, les États-Unis le savent, et les deux se battent pour le contrôle. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. La Chine a déjà le contrôle du Venezuela, pas militairement, économiquement. 67 milliards de dollars de dette signifie levier. Si le Venezuela s'effondre, le pays appartient à Pékin. Les ports, les mines, l'infrastructure, tout. C'est le plan chinois depuis 2007. Mais les sanctions américaines bloquent l'exécution. Le Venezuela ne peut pas produire, pas exporter, pas payer. Le modèle ne fonctionne pas quand le pays est étouffé. Et maintenant, la Chine place Washington face à un choix. Soit vous levez les sanctions et nous sécurisons le Venezuela pacifiquement, soit nous prenons Taïwan et vous perdez la production de semi-conducteurs mondial. Ce n'est plus un jeu de poker diplomatique. C'est échec et mat en 3 coups. Laissez-moi vous montrer les mathématiques. Le message est arrivé à 3h du matin, heure de Pékin, pendant que l'Occident dormait. Un câble diplomatique. Il y a ces dernières déclarations de l'ayatollah Khamenei qui font que la tension est toujours très forte ce matin. Que peut-on dire de ces déclarations ? Alors, l'ayatollah Khamenei intervenait, pour le préciser, devant plusieurs milliers de personnes, dans sa résidence. Qui marque le début des célébrations pour la victoire, pour le 47e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en 1979. Il a annoncé des avertissements très clairs aux États-Unis. Il a affirmé que si jamais cette fois-ci les Américains lançaient une guerre, ça sera une guerre au niveau régional. Une menace très claire. Il a affirmé également que ce monsieur, en parlant de Donald Trump, ce monsieur parle de l'envoi de porte-avions et de navires, mais le peuple iranien n'a pas peur, et on ne peut pas faire peur au peuple iranien avec de telles menaces. Mais il a ajouté également que l'Iran ne sera pas le premier à actionner la gâchette, mais que si jamais les États-Unis attaquaient l'Iran, il y aura une réponse très dure. Donc reprenons un peu ce qu'a dit le président Pezeshkian hier, qui avait dit que l'Iran ne cherchait pas la guerre et que une guerre dans la région n'était ni dans l'intérêt de l'Iran, ni dans l'intérêt des États-Unis, ni dans l'intérêt des pays de la région. Donc c'est le même discours à peu près, mais avec des menaces plus dures contre les États-Unis. C'est dans son rôle de guide suprême de taper du poing sur la table pour faire comprendre aux Américains que si jamais il lance une attaque, eh bien il y aura une réponse. En ce qui concerne les manœuvres, pour l'instant il n'y a aucune information en Iran sur ces manœuvres-là qui devaient avoir lieu dans le détroit d'Ormuz. On ne sait pas si elles ont commencé ou pas du tout. C'est une question qu'on se pose ici à Téhéran. D'autant plus que les médias iraniens n'ont jamais officiellement annoncé ces manœuvres et donc qui ont été d'abord annoncées par des médias basés à l'étranger, et ensuite il y a eu le communiqué de CENTCOM qui parlait de ces manœuvres. Pour l'instant, on n'a aucune information sur ces manœuvres ici à Téhéran. Il y a ces dernières déclarations de l'ayatollah Khamenei qui font que la tension est toujours très forte ce matin. Que peut-on dire de ces déclarations ?
Alors, l'Ayatollah Khamenei intervenait, pour le préciser, devant plusieurs milliers de personnes, dans sa résidence. Qui marque le début des célébrations pour la victoire, pour le 47e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en 1979. Il a annoncé des avertissements très clairs aux États-Unis. Il a affirmé que si jamais cette fois-ci les Américains lançaient une guerre, ça sera une guerre au niveau régional. Une menace très claire. Il a affirmé également que ce monsieur, en parlant de Donald Trump, ce monsieur parle de l'envoi de porte-avions et de navires, mais le peuple iranien n'a pas peur, et on ne peut pas faire peur au peuple iranien avec de telles menaces. Mais il a ajouté également que l'Iran ne sera pas le premier à actionner la gâchette, mais que si jamais les États-Unis attaquaient l'Iran, il y aura une réponse très dure. Donc reprenons un peu ce qu'a dit le président Pezeshkian hier, qui avait dit que l'Iran ne cherchait pas la guerre et qu'une guerre dans la région n'était ni dans l'intérêt de l'Iran, ni dans l'intérêt des États-Unis, ni dans l'intérêt des pays de la région. Donc c'est le même discours à peu près, mais avec des menaces plus dures contre les États-Unis. C'est dans son rôle de guide suprême de taper du poing sur la table pour faire comprendre aux Américains que si jamais il lance une attaque, eh bien, il y aura une réponse. En ce qui concerne les manœuvres, pour l'instant, il n'y a aucune information en Iran sur ces manœuvres-là qui devaient avoir lieu dans le détroit d'Ormuz. On ne sait pas si elles ont commencé ou pas du tout. C'est une question qu'on se pose ici à Téhéran. Alors beaucoup de personnes disent ta clé USB elle ne fonctionne pas. Alors effectivement, si tu mets la clé USB, donc là c'est sur un Android et tu vas voir dans tes fichiers, elle apparaît pas. Retraite complémentaire, comment ça fonctionne? Quel est le montant que tu vas recevoir et auprès de qui en faire la demande? Quand tu es à la retraite, tu vas avoir ta retraite de base. On est d'accord là-dessus. Mais tu vas également avoir la complémentaire, la GIRC et l'ARCO pour les personnes qui sont dans le privé. Je t'explique tout justement dans cette vidéo. On va voir quel est le montant que tu vas recevoir et auprès de qui en faire la demande. Avant tout, ce que je te propose, c'est de liker, commenter, partager. Bien évidemment, t'abonner. Chaque jour, je te donne une info, une astuce sur l'assurance, le patrimoine, la finance pour défendre ton pouvoir d'achat. Revenons sur la retraite complémentaire. D'ailleurs, mets-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce qu'aujourd'hui, la retraite que tu touches est suffisamment élevée, pas élevée? N'hésite pas à réagir. Toujours très intéressant d'avoir ton opinion. La retraite complémentaire, comment ça fonctionne? Quand tu es en activité, d'accord, on va te prélever des cotisations, d'accord, sur ta fiche de paye. Ça va te permettre d'avoir des points, d'accord. Tu vas acheter des points. Et ces points, quand tu vas arriver à la retraite, ils vont être transformés en euros, d'accord. C'est comme ça que fonctionne la GIRC et l'ARCO pour celles et ceux qui sont dans le privé. Ok. Le montant, il faut s'attendre à peu près à avoir entre 400 et 500 euros par mois de retraite complémentaire. Tu vas me dire, mais c'est dérisoire. Oui, mais c'est que la complémentaire. La retraite de base, qui représente le montant le plus élevé, d'accord, fait qu'avec les 400 ou les 500 euros, tu vas à peu près toucher 1600 euros, qui est le montant de la retraite moyenne en France en 2025. D'accord, 1600. Donc tu vas me dire, effectivement, c'est pas fou. Je te rejoins. La démarche, 6 mois avant ton départ à la retraite, il faut que tu demandes la liquidation de ta retraite complémentaire. 6 mois avant. Ok. Mais tu vas me dire, mais sur quel site? Sur le site inforetraite.fr. Note bien, inforetraite.fr. C'est là-dessus que tu vas faire les démarches. D'accord. Si tu as aimé cette vidéo, il faut la partager au plus grand nombre et surtout, abonne-toi. Retraite complémentaire, comment ça fonctionne? Quel est le montant que tu vas recevoir? Pendant que l'Occident sanctionne la Russie sur tout, Poutine contrôle 90% des réacteurs nucléaires construits dans le monde. Et vous n'en avez jamais entendu parler. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif, littéralement. Vous savez quoi? Pendant que les médias nous parlent du pétrole russe, du gaz russe, des sanctions économiques, il y a un secteur dont personne ne parle. Un secteur où la Russie règne en maître absolu, le nucléaire. Et croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on ne parle pas juste de quelques centrales, on parle d'une domination totale, d'une arme géopolitique redoutable et d'une stratégie qui fait trembler les États-Unis et l'Europe.
Alors accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va vous faire voir la guerre froide 2.0 sous un angle complètement différent. Bon, commençons par les chiffres, et préparez-vous parce que ça fait mal. Rosatom, vous connaissez? Non? Normal. C'est le géant russe de l'énergie atomique. Une entreprise d'État qui travaille dans l'ombre, mais qui contrôle l'avenir énergétique de dizaines de pays. Tenez-vous bien, 90% des réacteurs nucléaires construits à l'étranger sont russes. Oui, vous avez bien entendu. 90%. Mais attendez, ça continue. 65% du marché mondial d'exportation de réacteurs nucléaires, 44% du marché de l'uranium enrichi mondial, un tiers de toute la conversion d'uranium sur la planète, 30 réacteurs en construction simultanément dans le monde. Et le plus dingue, leurs revenus ont doublé en 6 ans. En 2023, Rosatom a généré 16 milliards de dollars à l'export. C'est presque le double d'avant la guerre en Ukraine. Vous voyez le problème? Les sanctions occidentales touchent le pétrole, le gaz, la finance, mais pas le nucléaire. Et devinez quoi? C'est exactement ce que Poutine avait prévu. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement, mais comment la Russie a fait pour devenir si puissante dans ce domaine? Excellente question, et la réponse va vous surprendre. Contrairement au pétrole et au gaz, qui sont devenus l'arme économique de Poutine contre l'Europe, le nucléaire russe a été construit méthodiquement, en silence, pendant des décennies. Pendant que la France, les États-Unis et le Japon se battaient pour quelques contrats, la Russie, elle, jouait une partie complètement différente. Leur stratégie? Le package tout compris du nucléaire. Imaginez, vous êtes un pays en développement. Vous voulez du nucléaire, mais vous n'avez ni l'argent, ni l'expertise, ni les infrastructures. Rosatom arrive et vous dit « Ne vous inquiétez pas, on finance tout, on construit tout, on forme vos ingénieurs, on gère l'exploitation pendant 60 ans, on reprend même vos déchets nucléaires à la fin. Et si vous voulez, on vous prête l'argent à 4% d'intérêt. » C'est comme si Amazon vous livrait non seulement le colis, mais construisait aussi votre maison, gérait votre électricité et revenait 60 ans plus tard pour tout démonter. Pratique, non? Sauf qu'il y a un piège. Un énorme piège. Parce que voilà le truc. Quand vous signez avec Rosatom, vous ne signez pas juste pour une centrale nucléaire. Vous signez pour 10 ans de construction, 60 ans de maintenance, 10 à 20 ans de démantèlement. Au total, entre 80 et 90 ans de dépendance totale envers la Russie. Pendant près d'un siècle, vous dépendez de leurs ingénieurs, de leur combustible, de leur technologie, de leurs pièces fixes. Rosatom est le seul au monde à proposer de reprendre les combustibles irradiés. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne veut prendre ce risque financier et politique. Résultat, des pays entiers deviennent collés à Moscou pour les 100 prochaines années. Prenons des exemples concrets. L'Égypte. Rosatom construit sa première centrale nucléaire, section financée par la Russie. Le Bangladesh, première centrale nucléaire russe. Coût de l'électricité? 9,36 $ le kilowattheure. Presque le double d'une centrale équivalente en Inde. Mais ils n'avaient pas le choix. La Hongrie, 40% de son électricité vient à 100 mètres. Viktor Orban, le Premier ministre pro-Poutine, il dépend totalement de Rosatom pour sa future centrale de Pax. Et ce n'est pas tout. La Bolivie a accepté un centre de recherche nucléaire russe en 2023. Résultat, la Russie a mis la main sur leurs énormes gisements de lithium. Vous voyez le schéma? Le nucléaire n'est pas juste une question d'énergie, c'est une arme de domination géopolitique. Bon, maintenant, la vraie question. Comment font-ils pour écraser la concurrence? Parce que franchement, la France a EDF et Orano, les États-Unis ont Westinghouse, la Chine investit des milliards, alors pourquoi la Russie gagne à chaque fois? Raison numéro 1, l'offre clé en main totale. Rosatom ne vend pas juste des réacteurs, ils vendent un système complet. Construction, financement, formation, maintenance, reprise des déchets, tout est inclus. Les autres pays, ils vous vendent juste la technologie. À vous de vous débrouiller pour le reste. Raison numéro 2, le risque financier porté par l'État russe. Construire une centrale nucléaire, c'est risqué. Ça peut prendre des années de retard, exploser les budgets, créer des scandales politiques. Rosatom, il s'en fiche. Parce que derrière, c'est l'État russe qui absorbe tous les risques financiers. Les entreprises privées occidentales, elles, ne peuvent pas se permettre ça. C'est comme jouer au poker quand un joueur a un budget infini. Difficile de gagner, non?
Raison numéro 3, la technologie de pointe et personne n'en parle. En 2025, Rosatom a développé une centrifugeuse de 10e génération, la GC10, qui pulvérise tous les records d'enrichissement d'uranium. Ils ont aussi créé le combustible OS5 qui double le rendement énergétique des réacteurs. Résultat, 2 fois plus d'électricité avec la même quantité d'uranium. Et leur réacteur Brest 300, il fonctionne en cycle fermé. Il produit de l'énergie, recycle ses propres déchets et recommence. Le saint graal du nucléaire. Pendant ce temps, l'Occident essaie encore de rattraper son retard. Raison numéro 4, l'expansion vers le sud global. Rosatom ne cible pas l'Europe ou les États-Unis. Non, il cible l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Protocole d'accord signé avec le Zimbabwe, le Mali, le Burkina Faso, le Brésil, l'Ouzbékistan, des pays qui veulent du développement, de l'énergie, mais qui n'ont pas les moyens. La Russie leur offre tout sur un plateau. Et ces pays, en échange, deviennent des alliés géopolitiques de Moscou pour les 100 prochaines années. Bon, maintenant vous vous dites, ok, c'est impressionnant, mais en quoi ça me concerne? Eh bien, tout. Conséquence numéro 1, l'Europe est piégée. Vous vous souvenez de la dépendance au gaz russe qui a plongé l'Europe dans une crise énergétique en 2022? Eh bien, même chose avec le nucléaire. Sauf que cette fois, c'est pire. Parce que vous ne pouvez pas changer de fournisseur de combustible nucléaire comme vous changez de fournisseur de gaz. La Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie, la Slovaquie, tous exploitent des réacteurs russes. Et ils dépendent du combustible russe pour les décennies à venir. Conséquence numéro 2, les États-Unis perdent du terrain. Pendant des décennies, les États-Unis étaient le leader du nucléaire civil. Aujourd'hui, ils importent 27,7% de leur uranium de Russie. Et ils essaient de rattraper. L'alliance Sapporo 5, États-Unis, France, Japon, Canada, Royaume-Uni, a été créée pour contrer Rosatom. Mais c'est déjà trop tard. La Russie a 20 ans d'avance. Conséquence numéro 3, une nouvelle carte géopolitique mondiale. Tous les pays qui signent avec Rosatom deviennent des alliés de facto de la Russie. Pas par idéologie, par nécessité. Vous ne pouvez pas sanctionner un pays dont vous dépendez pour 60 ans d'énergie nucléaire. C'est exactement ce que Poutine voulait. Une influence qui dure un siècle. Pas 4 ans, pas 10 ans, un siècle. Les risques? Sécurité énergétique compromise. Si demain la Russie coupe le combustible, des pays entiers plongent dans le noir. Dépendance politique. Comment critiquer Moscou quand il contrôle votre électricité? Monopole technologique. Si personne ne peut rivaliser, la Russie dicte les prix et les conditions. Alors voilà. Pendant que tout le monde regarde le pétrole, le gaz et les tanks, la Russie construit tranquillement un empire nucléaire inattaquable. 90% des réacteurs construits à l'étranger, 16 milliards de dollars de revenus annuels, 30 projets en cours et des contrats qui durent 100 ans. Et tout ça, sans une seule sanction occidentale. La vraie question maintenant c'est, est-ce que l'Occident peut encore inverser la tendance? La France essaie, avec ses EPR. Les États-Unis investissent dans les petits réacteurs modulaires. Mais est-ce suffisant? Parce qu'une chose est sûre, tant que Rosatom continue sur cette lancée, Poutine ne contrôle pas juste l'énergie, il contrôle l'avenir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Europe devrait sanctionner le nucléaire russe même si ça crée une crise énergétique? Est-ce que les pays qui signent avec Rosatom font un bon choix ou vendent leur souveraineté? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose... Tout comme ça, les urinoirs que vous voyez, vous partez uriner, vous pensez que c'est pour faire quoi? Il y a un système là pour pouvoir recueillir tout ce que vous mettez là. Et récemment, il y a... Maintenant que la Russie est clairement en train de gagner le conflit en Ukraine avec la chute de Pokrovsk, l'Occident est en plein état de panique. Il devient clair pour eux que tout ce qu'ils ont essayé a échoué lamentablement. Ce qu'ils tentent de faire maintenant, c'est sauver la face, réduire l'humiliation. Parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, leur stratégie n'a pas fonctionné et c'est un problème majeur. Cette semaine, la Russie a déclaré clairement que dans quelques jours seulement, au maximum une semaine, Pokrovsk sera entièrement sous contrôle russe. Le président hongrois a rencontré Donald Trump hier pour tenter de rendre les choses très claires. L'illusion selon laquelle l'Ukraine peut encore gagner doit cesser. L'Occident, qui contrôle toujours les médias dominants, double ou quadruple actuellement la propagande.
Certains parlent même de préparer une fausse attaque. Les services russes, ils affirment que l'Ukraine prévoit d'attaquer la centrale nucléaire de Zaporojie et d'en accuser la Russie. Pendant ce temps, Zelensky prétend que la Russie ne gagne pas à Pokrovsk, qu'il s'y est rendu pour remettre des médailles aux soldats, mais cela est faux. Les vidéos montrent qu'il est dans un bunker tout en affirmant être à Pokrovsk, alors que des gens y meurent et que la ville est encerclée. Tout cela n'est que propagande pour nous faire croire que l'Ukraine ne perd pas, car depuis des années, on nous répète que l'Ukraine va gagner ce conflit. La réalité est amère, la vérité fait mal, et c'est ce qui se passe ici. Avant de continuer, souviens-toi d'une chose, ici ce n'est pas une chaîne comme les autres. Ici, on parle vrai. Ici, on dit ce que les médias ne diront jamais. La page, c'est Poutine TV. Abonne-toi maintenant parce que ce que tu vas entendre risque de changer ta vision du monde. La grande erreur de l'Occident est d'avoir reproduit exactement ce que l'Union soviétique avait fait quand le mur de Berlin est tombé dans les années 1990, quand elle a perdu la guerre froide contre l'Ouest. La même erreur se répète aujourd'hui, mais cette fois par l'Occident. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut divisée. L'Allemagne de l'Ouest, contrôlée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et l'Allemagne de l'Est, contrôlée par l'Union soviétique. L'un des éléments qui ont contribué à la chute de l'URSS fut le pont aérien, qui livra des tonnes de nourriture à Berlin-Ouest. Pourquoi ? Parce que l'Ouest avait compris que si l'on prend soin des gens, si l'on pourvoit à leurs besoins essentiels, les habitants de l'Est, privés de tout et frappés par des difficultés économiques, allaient envier le mode de vie occidental et exercer une pression sur l'Union soviétique. C'est ce qui s'est produit. L'Ouest a fourni 1 million de tonnes de nourriture à Berlin-Ouest. L'Est ne pouvait pas rivaliser, car dans leur esprit, la priorité absolue était de vaincre l'Ouest, de battre les États-Unis, en se concentrant sur la course aux armements. Mais le véritable soutien populaire se gagne en prenant soin des gens, et c'est cette idée qui a fini par abattre l'Union soviétique. L'URSS ne pouvait pas entrer en guerre directe avec les États-Unis. C'est pourquoi il s'agissait d'une guerre froide, faite de proxies et d'armements. Or, dans le conflit actuel, l'Occident fait l'inverse. Il investit davantage dans l'arrogance et les guerres, pendant que de grandes entreprises s'en. Maintenant que la Russie est clairement en train de gagner le conflit en Ukraine avec la chute de Pokrovsk, l'Occident est en plein état de... Bon, je la refais une dernière fois pour ceux qui ont raté le wagon. Écouteurs, haute définition, traducteur, 132 langues, HTC, full étanche, IPX4. On peut presque passer le Karcher dessus, pas de blague. Ils sont absolument magnifiques. Alors, le coffret de charge aimanté qui est juste trop stylé. Et les écouteurs, en vrai, pour l'instant, c'est du portage aérien. Ce sont les meilleurs que j'ai jamais essayé pour moi. L'AES, sous la présence d'Ibrahim Traoré, prévient. Toutes les personnes ayant participé, de près ou de loin, à l'attaque visant le Niger, ne resteront pas sans réponse. Les auteurs, ceux qui fournissent l'appui financier. Vous pouvez partir en retraite dès 57 ans auprès de l'Agir-Carco, et ce sans aucune condition. Alors oui, ça peut paraître fou, et pourtant c'est vrai. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, et puis surtout, il y a une vidéo sur YouTube qui dure une dizaine de minutes qui vous explique tout, y compris les textes de loi qui viennent s'appliquer dans ce cas-là. Lors de la dernière vidéo sur le sujet, on a eu des centaines et des centaines de commentaires, mais aussi quelques personnes désobligeantes qui ont été jusqu'aux insultes. Alors ici, vous êtes sur une page qui est dédiée à la retraite, animée par des experts retraite. Donc si on vous dit qu'un dispositif est possible, vous pouvez nous croire. Toutes les conditions sont ensuite expliquées dans des vidéos YouTube qui sont plus courtes, où toutes les conditions, tous les textes de loi. Pourquoi ? Car sur les réseaux, on ne peut se permettre de faire une vidéo d'une dizaine de minutes. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter la vidéo YouTube qui se trouve sur notre chaîne et qui explique tout pas à pas afin de bien comprendre le dispositif et surtout l'amélioration qui sera bien entendu appliquée dans ce cas-là. Vous pouvez partir en retraite dès 57 ans auprès de l'Agir-Carco, et ce sans aucune condition. Alors oui, ça peut paraître fou, et pourtant c'est vrai. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, et puis surtout, il y a une vidéo sur YouTube qui dure une dizaine de minutes qui vous explique tout, y compris les textes de loi qui viennent s'appliquer dans ce cas-là. Lors de la dernière vidéo sur le sujet, on a eu des centaines et des centaines de commentaires, mais aussi quelques personnes désobligeantes qui ont été jusqu'aux insultes. Alors ici, vous êtes sur une page qui est dédiée à la retraite, animée par des experts retraite. Donc si on vous dit qu'un dispositif est possible, vous pouvez nous croire. Toutes les conditions sont ensuite expliquées dans des vidéos YouTube qui sont plus courtes, où toutes les conditions, tous les textes de loi. Pourquoi ? Car sur les réseaux, on ne peut se permettre de faire une vidéo d'une dizaine de minutes. Donc
Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter la vidéo YouTube qui se trouve sur notre chaîne et qui explique tout pas à pas afin de bien comprendre le dispositif et surtout la minoration qui sera bien entendu appliquée dans ce cas-là. Vous pouvez partir en retraite dès 57 ans auprès de... Un homme se présente aux urgences avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans le rectum. La scène se déroule dans la nuit du 31 janvier au 1er février à l'hôpital Rangueil à Toulon. Pour un billet de 50 €, tu peux acheter ceci. Mais bon, c'est pas de la qualité. Maintenant, pour la moitié de 50 €, tu peux acheter ceci. Ouais, c'est pas. Ah non, regarde. Ça va la baisse. Ah bah, alhamdoulilah. Ça fait bien, ça, ça fait bien. Les forces de l'ordre vous ont arrêté, par exemple pour conduite en état alcoolique, et vous indiquent que vous allez avoir 6 mois de suspension. Eh bien, ça ne vaut rien. Je vous explique tout dans cette vidéo, restez bien en ligne. Je suis Étienne Lejeune, avocat permis. Pourquoi est-ce que ça ne vaut rien? Parce que les forces de l'ordre, quand elles vous contrôlent par exemple pour conduite en état alcoolique, peuvent simplement au départ prendre un avis de rétention de votre permis. L'avis de rétention, c'est une confiscation du permis, 72 heures pour un excès de vitesse, 120 heures s'il y a de l'alcool ou des stupéfiants. Mais la suspension ne vaut rien dans la bouche des policiers tant qu'on ne vous l'a pas notifié. La notification, elle se fait dans des conditions très précises. Dans la quasi-totalité des cas, c'est par recommandé avec avis de réception qui émane du préfet. Donc, tant que vous n'avez pas reçu cette lettre, vous avez, si le délai de rétention, 72 heures pour un excès de vitesse, 120 heures pour l'alcool ou stup, tant que vous ne l'avez pas reçu, vous avez le droit de conduire. Même si les forces de l'ordre vous ont dit que vous alliez avoir une suspension. Ok, mais ça c'est un renseignement, c'est pas une notification. Il existe par contre un cas dans lequel c'est fréquent en audition, les forces de l'ordre elles-mêmes vous notifient cet arrêté de suspension préfectorale. Mais donc, si les forces de l'ordre vous indiquent simplement par oral que vous allez avoir une suspension de 6 mois, oui, c'est un renseignement, mais ça ne vous est pas opposable tant qu'il n'y a pas eu la notification dans les formes de la suspension. Pour plus d'infos, d'actu et de conseils en droit routier, vous suivez mon compte, vous vous abonnez, vous partagez. À bientôt. Les forces de l'ordre vous ont arrêté. L'armée américaine est sortie pour déclarer qu'elle approuvait l'exercice militaire de l'Iran avec ses alliés, à savoir la Russie et la Chine. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, l'Iran a annoncé qu'il allait organiser un exercice militaire à partir de cette semaine, en réalité dès dimanche, alors que je pensais au départ que cela commencerait lundi. Mais selon leur... C'est la seule façon de survivre à une attaque nucléaire. Retenez bien ces étapes. Donc, si la Troisième Guerre mondiale éclate et que les pays commencent à se bombarder mutuellement, les pays qui n'auront plus rien à perdre utiliseront sans doute l'arme atomique. Quand cela arrivera, un effet boule de neige pourrait mettre le monde dans une guerre nucléaire sans merci. Retenez bien qu'il y a 3 façons dont la bombe pourrait vous tuer. Premièrement, l'explosion elle-même. Deuxièmement, l'onde de choc qui suit. Et le pire de tous, la radiation. Comment faire? Immédiatement après l'explosion, trouvez un abri. Vous aurez 10 minutes avant les retombées. Idéalement, les parkings sous-sol des immeubles. D'ailleurs, avoir quelques provisions au sous-sol pourrait vous sauver la vie. Jetez vos vêtements et tous vos objets personnels, car ils sont probablement contaminés par la radiation. Ne sortez surtout pas durant le premier jour, sauf en cas de force majeure. Assurez-vous d'avoir accès à Internet ou au moins d'avoir une radio à proximité. C'est pour que vous puissiez savoir quand il est sûr de sortir et où vous devriez aller. N'oubliez pas vos animaux de compagnie et toute personne dans le besoin. Abonnez-vous pour être moins bête. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, l'heure est très très grave. La République islamique d'Iran passe à un autre niveau de langage militaire de confrontation. Le langage qui vient d'être utilisé est très sérieux, très grave et ça crée des réflexions, ça fait trembler dans les femmes. Si tu as le carplay dans ta voiture en filaire et que tu le transformes en sans fil, pareil pour Android Auto, cette clé, elle va faire le taf de ouf. Regarde, tu le branches là où tu branches ton téléphone d'habitude, c'est sûr. Ne jette plus jamais tes vieux oignons ou tes bulbes qui traînent au fond d'un tiroir. Tu es littéralement à 2... Est-ce que tu savais qu'à un certain âge, quitter ton entreprise pouvait te rapporter beaucoup plus que tu n'imagines? Pour mieux te défendre juridiquement, abonne-toi dès maintenant. Je vais te révéler la période la plus avantageuse. C'est entre 55 et 62 ans.
Dès 55 ans, tu as droit aux allocations chômage pendant 27 mois sans dégressivité avant 62 ans, ce que les plus jeunes n'ont pas. En cas de rupture conventionnelle, tes indemnités sont largement exonérées d'impôts. Mais si tu attends après 62 ans, elles deviennent imposables dès le premier euro. Et surtout, cette tranche d'âge te permet de préparer ta retraite en sécurité tout en bénéficiant du chômage si besoin. Donc oui, ton âge peut totalement changer la donne. Avant 55 ans, c'est moins intéressant. Après 62 ans, ça peut te coûter cher. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu pensais que ton âge pouvait influencer tes droits à ce point? Et partage cette vidéo massivement pour informer un maximum de monde. Ils disent qu'il faut les tirer, les poser comme ça. Et je vais faire que celle du haut, donc on va pouvoir comparer avec le bas. J'attends 30 minutes, ok, donc ça fait 30 minutes, et c'est cool parce que... Poutine vient d'infliger une humiliation monumentale aux États-Unis sous leurs yeux, et Washington n'a pu que rester spectateur sans pouvoir agir. Washington a imposé les sanctions les plus sévères de l'histoire contre le Venezuela. Ils ont saisi des navires, gelé des comptes bancaires, bloqué les exportations pétrolières. Pendant des années, ils ont célébré ce qu'ils considéraient comme une victoire absolue. Mais il y a quelques semaines à peine, Poutine a récupéré ses pétroliers russes et les États-Unis n'ont absolument rien pu faire pour l'empêcher. Et si vous ne portez pas attention à ce qui se déroule actuellement entre la Russie, le Venezuela et les États-Unis, vous allez vous réveiller un jour en découvrant que l'ordre mondial s'est complètement transformé, que la doctrine Monroe est définitivement morte et que personne ne vous a prévenu pendant que cela se produisait. Parce que ce à quoi nous venons d'assister est plus crucial que les tarifs douaniers contre le Mexique, plus significatif que les menaces concernant le Groenland, plus déterminant que n'importe quelle déclaration de Trump sur le canal de Panama. Dans les 60 prochains jours, les répercussions de ce mouvement vont transformer la carte énergétique du continent américain, vont influencer le prix de l'essence que vous mettez dans votre véhicule, vont redéfinir qui détient véritablement le pouvoir dans l'hémisphère occidental. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous révéler précisément comment Trump vient de perdre une bataille stratégique dont il ignorait même l'existence. Qu'est-ce que Poutine a fait pour contourner les sanctions les plus dures de l'histoire? Et pourquoi le département d'État est en panique totale pendant que tous les médias sont distraits par les tarifs douaniers de Trump contre le Mexique et le Canada, pendant qu'ils sont obsédés par ses déclarations sur le Groenland et le canal de Panama, quelque chose d'extraordinaire se produit au sud. Vladimir Poutine vient de démontrer que les sanctions américaines ont une limite. Et cette limite se situe exactement à 2200 km des côtes de la Floride. Laissez-moi vous expliquer le contexte pour que vous compreniez pourquoi c'est si important. Le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières de la planète. On parle d'approximativement 300 000 millions de barils de pétrole brut. C'est plus que l'Arabie Saoudite, plus que l'Iran, plus que l'Irak, plus que la Russie elle-même. Durant des décennies, ce pétrole affluait vers les États-Unis. Les raffineries du Texas et de la Louisiane étaient conçues spécifiquement pour traiter le brut lourd vénézuélien. C'était une affaire parfaite pour Washington. Ils avaient une source énergétique fiable directement dans leur arrière-cour, mais ensuite Hugo Chavez est arrivé, puis Nicolás Maduro, et la relation s'est complètement brisée. Les États-Unis ont répondu par des sanctions qui ont pratiquement anéanti l'industrie pétrolière vénézuélienne. La production est passée de près de 3 millions de barils quotidiens à moins de 700 000. Des millions de Vénézuéliens ont émigré parce que l'économie s'est effondrée. Washington pensait que Maduro tomberait en quelques mois. Ils se sont totalement trompés, mais c'est ici que la situation devient vraiment explosive. Quand les États-Unis ont fermé toutes les portes, Poutine les a ouvertes en grand. Rosneft,
le géant pétrolier contrôlé par le Kremlin a commencé à opérer au Venezuela. Ils ont envoyé des techniciens quand les compagnies pétrolières occidentales sont parties. Ils ont envoyé de l'équipement quand les pièces de rechange ont cessé d'arriver. Ils ont envoyé des pétroliers quand personne d'autre ne voulait transporter le brut vénézuélien. Et le plus important de tout, ils ont envoyé des milliards de dollars en prêts que le Venezuela remboursait avec du pétrole à prix réduit. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cet accord était brillant pour Moscou. Premièrement, ils obtenaient du pétrole bon marché qu'ils pouvaient revendre avec profit sur les marchés asiatiques. Deuxièmement, ils établissaient une présence militaire et stratégique dans les Caraïbes, directement face aux côtes américaines. Troisième, Poutine vient d'infliger une humiliation monumentale. Do you guys have boyfriends? I do. And how long have you been dating? We've been dating for 2.5 years almost. You trust him? I do trust him with my whole life. Yeah. He's very good to her. I trust him a lot. He's great. Are you down to see if your boyfriend is on any dating apps right now? Do it. Oh God, I guess so. So we're just gonna be using Cheater Buster AI. And it's basically gonna use AI to tell us if he's on any dating app. All right, let's do it. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Si tu dors 30 minutes, alors t'es insomniaque. Si tu dors 1 heure, t'es un éternel fatigué. Si tu dors 30 minutes... Regarde-moi la puissance de ce truc, mon pote. La Chine vient de réécrire les règles du jeu géopolitique et Washington a perdu le contrôle. Alors que les États-Unis recourent aux sanctions, au blocage financier et à l'arme du dollar pour imposer leur discipline politique, la Colombie a fait l'inverse. Elle a ouvert l'espace à Pékin, activé des alliances silencieuses au sein du Sud global et neutralisé le principal levier de la puissance américaine. Il ne s'agit ni de rhétorique, ni de provocation symbolique. C'est une opération calculée qui expose les limites de la coercition américaine et déplace le centre des décisions hors de Washington. Ce qui vient de se produire à Bogota au cours des dernières 72 heures. Vous devez absolument connaître cette règle au moment où vous allez déposer votre demande de retraite. Alors, il faut savoir qu'au régime général, quand vous faites votre demande sur le site Info Retraite ou l'assurance retraite, vous pouvez la déposer à partir de 5 mois avant votre date de départ, pas plus tôt. Si vous essayez 9 mois avant, le site vous bloquera automatiquement. Mais surtout, on vous recommande de déposer votre dossier au moins 4 mois avant votre départ. Et quand je dis 4 mois, ce sont 4 mois civils compris. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décret officiel du 19 août 2015 qui prévoit une garantie de versement. Alors je vais vous donner le numéro du décret en fin de vidéo. Concrètement, si votre demande a été déposée au moins 4 mois civils avant, et si vous avez répondu rapidement aux éventuelles demandes de documents, alors la caisse doit verser votre première pension à temps, même si elle est en retard dans le traitement de votre dossier. Je vous donne un exemple. Si vous partez au 1er janvier 2026, votre demande doit être faite avant le 1er septembre 2025 et votre premier versement arrivera début février puisque la CARSAT paye toujours avec un mois de décalage. Si fin janvier votre dossier n'a toujours pas bougé, vous pouvez envoyer un mail à la CARSAT en citant le décret 2015-1015 du 19 août 2015 et ils seront obligés de vous verser une retraite provisoire. Donc vraiment ne faites pas l'erreur de déposer votre demande trop tard, surtout jamais moins de 4 mois avant votre départ. Vous devez absolument connaître cette règle au moment où vous allez déposer votre demande de retraite. Si l'Europe essaie de faire cela, ce sera la fin de l'Europe. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de consensus. Les nations se détacheront, il y aura différentes opinions. Et les États-Unis exploiteront toutes ces divisions. Nous les exploiterons au détriment de l'Europe. Ce qui se passera, c'est que l'Europe se fracturera selon plusieurs lignes de faille et les États-Unis se chargeront de choisir leurs amis et leurs ennemis. Tout dépendra du côté de la barrière sur lequel vous déciderez de vous placer.
Mais je peux vous garantir une chose. Si vous choisissez d'aller contre l'Amérique, vous le ferez à vos propres dépens. Il n'existe pas une seule nation européenne capable d'affronter les États-Unis de manière décisive et d'en sortir victorieuse. Tout gouvernement qui essaierait ne survivrait tout simplement pas. Nous sommes très doués pour le changement de régime. C'est ce que nous faisons. Et si vous pensez que nous ne pouvons pas viser des pays européens, alors vous ne connaissez pas bien notre histoire en Europe. Demandez aux Français, demandez aux Italiens, demandez aux Allemands, demandez à n'importe qui. L'histoire de l'ingérence américaine, à la fois secrète et ouverte, dans les processus démocratiques européens, est longue et bien documentée. Et nous serions plus qu'heureux de recommencer. Chacune de vos capitales possède une ambassade américaine, et vous avez permis aux États-Unis d'y installer de très grandes stations de la CIA. Que pensez-vous qu'ils sont là pour faire? Se tenir la main et chanter Kumbaya? Être vos amis? Non, ils sont là pour mettre en œuvre les directives politiques qui leur sont données par le président des États-Unis. Et l'une des principales choses qu'ils font, c'est l'action politique. Ils saperont activement tout gouvernement qui oserait exprimer une opposition à Donald Trump et au gouvernement des États-Unis. Donc c'est fini. Vous avez choisi le mauvais ennemi. Nous ne sommes pas des étrangers qui ne savent rien de vous. Nous vous avons construit. Nous vous avons créé. Nous vous avons vêtu. Nous vous avons nourri. Nous vous avons appris à ramper. Radar mobile à 500 mètres. À parler. Il n'existe aucun aspect de la société européenne que nous ne connaissions intimement et que nous ne contrôlions pas. Radar mobile à 300 mètres. Vous avez choisi le mauvais ennemi. Vous n'avez aucune capacité d'influencer les États-Unis, tandis que nous avons toutes les opportunités d'influencer l'Europe. Ce n'est pas un combat que vous voulez mener. Radar mobile Mais si à vous 100 décidez de le mètres. mener, le résultat est garanti. Vous perdrez. Et la défaite ne sera pas belle, car nous vous ferons tomber. Nous vous ferons tomber politiquement. Et si Dans vous 200 mètres, un jeu prendre légèrement à droite sur N4. tomber économiquement. Nous serons la ruine de l'Europe si c'est le jeu que l'Europe veut jouer. Oui, je me souviens avoir eu une discussion avec Richard Sakwa et d'autres universitaires dans ce podcast il y a environ 6 mois. Et vous savez, c'était plutôt une question de savoir si l'Occident politique pourrait toucher à sa fin. Mais oui, il est très difficile d'interpréter cela autrement si l'on regarde le sentiment actuel des deux côtés. Je ne suis pas sûr de ce que vous imaginez pour remplacer l'Occident politique. Allons-nous assister à une redéfinition de la relation, à un divorce à l'amiable? Parce que nous, Européens, sommes devenus très dépendants des technologies, des industries, des systèmes de paiement, des banques et des dispositifs de sécurité américains. Si vous êtes l'adversaire, que ce soit la Chine ou la Russie, vous avez tout intérêt à développer une grande autonomie stratégique. Mais après 80 ans de relations aussi étroites, nous nous sommes rendus profondément dépendants. Donc, aller aussi frontalement contre les États-Unis maintenant semble être une erreur. Il faudrait au moins 10 ou 20 ans pour construire une certaine indépendance avant de tenter un tel mouvement, à mon avis. Écoutez, les États-Unis ont clairement indiqué que leur priorité absolue est la sécurité dans l'hémisphère occidental. Et l'Europe ne fait pas partie de l'hémisphère occidental. Vous êtes une priorité de troisième ordre. Et nous vous percevons de manière négative dans cette stratégie de sécurité nationale. Vous êtes, à bien des égards, l'ennemi. Dans la mesure où l'Europe sera à nouveau liée à l'Amérique, il y aura les privilégiés